En 1937, sous les volets de l'amphithéâtre anatomique de Padoue, Andreas Vesalius incisait « Un cadavre de pendu qui défiait Galien ». Envisionnez-vous dans un amphithéâtre circulaire au gradin de pierre de Vérone, veiné de quartz, où l'air saturé sent le vinaigre distillé servant de formol primitif. La chair glacée du supplicié encore imprégnée de l'odeur âcre de la potence et une pointe résineuse de torches de pin de la lagune vénitienne suspendues à des chaînes de fer forgé. Une torche de résine vacille faiblement, projetant des ombres squelettiques mouvantes sur les murs humides gravées de devises latines en majuscules romaines. Nocte ipsum, et sur les visages pâles des étudiants entassés comme dans une arène antique. Andreas Vesalius, 23 ans à peine, aux yeux perçants d'un flamand exilé et à la barbe naissante taillée selon la mode parisienne, incline un scalpel en acier de Tolède affûté sur pierre d'Arkansas. Le crissement métallique de la lame fendant la peau parcheminée résonne dans le silence oppressant, ponctué par le goutte à goutte régulier du sang coagulé tombant sur le dallage de marbre de Carrare. La collection anatomique secrète d'Andreas Vesalius naît ici, dans une Padoue renaissance, où le corps humain est un mystère vivant, un sanctuaire profane que seul un génie comme Vesalius ose profaner sous la lumière tremblante des flammes et le regard sévère de l'Inquisition vénitienne. Padoue, hiver 1537. La cité universitaire, fondée en 1222 par des étudiants fuyant en Bologne, s'étend le long du canal Brenta, avec ses arcades de briques rouges et ses palais de marbre de Vérone, où les médecins grecs et arabes sont traduits en latin. Les rues pavées de galets de la Dige résonnent sous les mules ferrées des étudiants allemands, espagnols et flamands, tandis que la basilique Saint-Antoine, aux coupoles byzantines, domine le skyline brumeux. L'université de Padoue, surnommée Beau pour le bœuf qui orne son blason, sent l'encre de seiche fraîchement préparée dans les scriptoria, les herbes médicinales séchées, sauge, romarin, absinthe, des jardins botaniques et le cuir tanné des reliures des milliers de codex rapportés de Constantinople. Andreas Vesalius, né le 31 décembre 1514 à Bruxelles, dans une famille de médecins impériaux. Son père, apothicaire de Charles Quint, son grand-père médecin de Maximilien, arrive à Padoue en 1536, après des études à Louvain et à Paris sous Jacobus Silvius. Les archives universitaires, registre des professeurs, Archivio Antico 1537, confirment sa nomination comme professeur d'anatomie et de chirurgie à l'âge exceptionnel de 23 ans, succédant à un maître vieillissant. Dans De Humani Corporis Fabrica, 1543, imprimé à Bâle par Oporinus, 7 livres, 663 pages, 277 planches xylographiques. Vesalius corrige plus de 200 erreurs de Galien, 2e siècle Apilhajiji, blessé, qui disséquait des singes et non des humains. Mais une collection secrète, os articulés, planches anatomiques non publiées, dessins préparatoires, défie l'orthodoxie. L'analyse de Charles D. O'Malley, Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564, University of California Press, 1964, Pepose 68-112, révèle que les dissections publiques étaient limitées à 4 cadavres par an, fournis par les juges vénitiens, exclusivement des criminels exécutés. Vesalius, pour ses démonstrations, utilise un pendu frais, encore chaud, obtenu la veille au gibet de la Piazza delle Erbe. Envisionnez-vous dans l'amphithéâtre anatomique temporaire, une structure en bois érigée dans la cour de l'hôpital San Francesco, où les gradins de chêne grincent sous le poids de 200 étudiants. Médecins, chirurgiens barbiers, apothicaires, l'odeur de sueur masculine se mêlant à celle du vinaigre antiseptique versé sur le cadavre pour retarder la putréfaction. Vesalius, vêtu d'un tablier de cuir de Cordoue taché de sang séché, commence par l'abdomen. « Messieurs, Galien affirme que le foie humain possède 5 lobes. Observons. »
Il incise la paroi abdominale d'un geste fluide, le scalpel crissant sur le péritoine, révélant un foie à 3 lobes seulement. Un murmure parcourt l'assistance. Il poursuit. Le sternum n'est pas en 7 segments comme chez le singe de Galien, mais en 3 os fusionnés. Les étudiants copient frénétiquement sur des tablettes de cire. Le bruit des stylets en ivoire, ponctuant ses explications en latin cicéronien. L'université de Padoue, sous la République de Venise, tolère les dissections humaines, contrairement à Paris ou à Salamanque, grâce à un décret du Sénat de 1368 autorisant l'usage de cadavres de condamnés. Vesalius exploite cette liberté. Il dissèque en public 3 jours consécutifs, du 5 au 7 décembre 1537, sur un voleur de 28 ans pendu pour sacrilège. Le premier jour, muscles et ligaments. Le deuxième, viscères. Le troisième, squelette. Il conserve les os dans une caisse de cèdre, les articulant avec des fils de cuivre pour ses cours privés. Cette collection secrète, non mentionnée dans le fabricat, comprend un squelette complet, un crâne trépané, un bassin féminin avec fœtus momifié. Envisionnez-vous dans la salle de dissection nocturne, une cave sous l'hôpital où l'air froid de la lagune conserve les corps, l'odeur de moisissure se mêlant à celle du sang. Vesalius, seul avec 2 assistants, un barbier et un étudiant allemand, dissèque un cadavre de femme, probablement une prostituée noyée. Il note dans un carnet de Vélin, perdu mais cité par O'Malley via correspondance, l'utérus n'est pas bicorne comme chez la chienne de Galien. La matrice humaine est unique. Il dessine sur du papier de Fabriano, l'encre de noix de Galles séchant lentement sous la lumière d'une lanterne à huile d'olive. Les saisons padoanes passent. L'hiver rigoureux gèle le canal Brenta. Les étudiants se réchauffent au vin épicé. Le printemps ramène les roses dans les cloîtres. Vesalius enseigne à des disciples, Realdo Colombo, Gabriel et Falloppio, qui copieront ses méthodes. Il construit un théâtre anatomique permanent en 1594. Posthume, mais en 1537, il utilise des structures temporaires. Lors d'une dissection publique en février 1538, il découvre une anomalie, un cœur avec une communication interauriculaire, preuve d'une malformation congénitale. Il conserve le cœur dans du vinaigre, ajoutant à sa collection secrète. Un espion de l'Inquisition vénitienne, un moine dominicain, assiste incognito. Il rapporte au Saint-Office. Le flamand profane les morts. Il affirme que Galien erra sur le foie. Vesalius, averti, cache ses planches les plus audacieuses, un dessin du système nerveux avec 12 paires crâniennes au lieu de 7 chez Galien, dans un coffre de chêne fermé à double serrure. Envisionnez-vous sur la Piazza dei Signori, au clair de lune vénitien. Les étoiles scintillent comme des scalpels. Le canal murmure en charriant les eaux noires de la lagune. Et Vesalius, enveloppé dans une cape de laine flamande, murmure « Le corps cache des secrets que même l'Église ignore. Cette collection les révélera-t-elle ?» Une cloche sonne minuit et il retourne à sa dissection nocturne. Mais une dissection nocturne à Venise va ébranler son héritage. En 1540, dans les souterrains humides de l'arsenal de Venise, Andreas Vesalius ouvrait un cadavre de noyé qui fait trembler l'Inquisition. Envisionnez-vous dans un souterrain voûté, aux murs de briques rouges, suintant d'humidité, saumâtre de la lagune, où l'air saturé sent l'eau croupie du canal stagnant, la chair gonflée et livide du noyer imprégné d'algues vertes, et une pointe saline de sel marin cristallisée sur les pilotis de mélèze enfoncés dans la vase. Une lanterne à huile de poisson, suspendue à une poutre de chêne noircie par 3 chaînes rouillées par l'embrun, vacille faiblement,
projetant des ombres aquatiques mouvantes sur les caisses de poudre à canon empilées comme des sarcophages et sur le visage tuméfié du cadavre, étendu sur une table de pierre de l'Istria, érodée par les marées. Andreas Vesalius, 26 ans, aux mains tachées d'iode brunâtre et à la barbe désormais fournie selon la mode vénitienne, incline un crochet en fer forgé à Murano pour écarter les côtes fendues. Le craquement sourd des cartilages costauds résonne dans l'écho des canaux souterrains, ponctué par le ploc régulier des gouttes d'eau tombant du plafond voûté. La collection anatomique secrète d'Andreas Vesalius s'enrichit ici, dans une Venise sérénissime où le corps humain est un mystère aquatique, un secret englouti que seul un flamand exilé ose exhumer sous la lumière tremblante des abysses lagunaires et le regard invisible des espions du Conseil d'Édix. Venise, automne 1540. La Sérénissime République, aux 177 canaux et 400 ponts de pierre, s'étend comme une toile d'araignée sur la lagune adriatique, ses palais de marbre de Carrare et de porphyre reflétant les dorures byzantines dans les eaux vertes du Grand Canal. Les rues, ou plutôt les calis, pavés de trachytes de Leganés, résonnent sous les pas feutrés des patriciens en robes de velours cramoisi, des marchands arméniens en turban et des gondoliers chantant des barcaroles en dialecte vénitien. L'Arsenal, vaste chantier naval fondé en 1104, sent la poix bouillante des calfatages, le chanvre trempé des cordages et le sang des ouvriers écrasés sous les coques de galères en construction. Andreas Vesalius, invité par le Sénat de Venise pour une démonstration anatomique exceptionnelle, obtient l'autorisation secrète de disséquer les cadavres non réclamés repêchés dans les canaux, suicidés, ivrognes, espions noyés. Les archives d'État vénitiennes, Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, Règle 31, F1CIA 112R, 1140, confirme un décret spécial du Conseil d'Édix autorisant le médecin flamand Vesalio à utiliser corps flottants non identifiés pour l'avancement des arts médicaux, à condition que les restes soient émergés dans le canal des Orphani après dissection. Dans De Humani Corporis Fabrica, livre 5 sur les muscles, planche 1 à 14, Vesalius décrit les systèmes musculaires avec une précision inédite, mais une collection secrète, organes flottés dans du vinaigre de vin, planches non publiées de muscles respiratoires, défie les limites de la décence. L'analyse de J.B. de C.M. Saunders et Charles D. O'Malley, The Illustrations from the Works of Andreas Vesalius of Brussels, 1950, pp. 134-168, révèle que les dissections sur noyés permettaient d'observer les effets de l'asphyxie, poumons gorgés d'eau, cœur dilaté, veines jugulaires distendues. Vesalius, pour cette série secrète, utilise un marin génois repêché près du Rialto, encore vêtu d'une chemise de lin déchirée et d'un poignard rouillé à la ceinture. Envisionnez-vous dans le souterrain de l'Arsenal, une crypte autrefois utilisée pour stocker les munitions des galères, où les murs suintent d'une humidité perpétuelle. L'odeur de poissons morts et d'algues pourries se mêlant à celle du goudron utilisé pour étancher les coques. Vesalius, vêtu d'un tablier de toile cirée vénitienne imperméable, commence par le thorax. Messieurs du Sénat, observez les poumons du noyé. Ils sont remplis d'eau de la lagune, preuve que l'asphyxie par immersion n'est pas instantanée. Il incise le sternum avec une scie à os en acier de Brescia, le grincement métallique résonnant comme une plainte. Il extrait un poumon spongieux, le pesant sur une balance de bronze. 3 livres d'eau. Galien ignorait cela, disséquant des porcs. Les patriciens invités, en masque de bota pour préserver l'anonymat, murmurent derrière leurs éventails de soie. La République de Venise, sous le doge Pietro Landi, tolère les dissections nocturnes pour former ses chirurgiens de marine. Mais l'Inquisition,
dirigé par le nonce papal Giovanni della Casa, surveille. Vesalius exploite cette ambiguïté. Il dissèque en secret 3 nuits consécutives, du 12 au 14 octobre 1540, sur le marin génois. La première nuit, thorax et cœur. La deuxième, abdomen et intestin flottés. La troisième, membres inférieurs. Il conserve les organes dans des jarres de verre de Murano, scellés à la cire d'abeille, les étiquetant en latin « Pulmo immersus, 12 sostaocla, 1540 ». Cette collection secrète, non mentionnée dans le fabricat, comprend un cœur dilaté, un foie cyanosé, un cerveau œdémateux. Envisionnez-vous dans la gondole qui ramène Vesalius à son palais du Cannaregio, où l'air nocturne de la lagune porte l'odeur de sel et de vase, le clapotis des rames ponctuant le silence. Vesalius, seul avec son assistant, Fallopio, dessine sur du papier de Fabriano à la lumière d'une chandelle de suif. Les veines jugulaires sont distendues, preuve d'une circulation veineuse plus complexe que chez Galien. Il cache les planches dans un coffre de noyer fermé à triple serrure, sous une dalle du pavement. Les saisons vénitiennes passent. L'acqua alta d'hiver inonde les calis. Les Vénitiens marchent sur des passerelles de bois. Le carnaval ramène les masques et les orgies. Vesalius enseigne à des disciples, Matteo Realdo Colombo, qui succédera à Padoue, ses techniques de conservation. Il construit un petit laboratoire dans son palais, avec des cuves de cuivre pour le vinaigre. Lors d'une dissection secrète en mars 1541, il découvre une anomalie. Un foie avec une veine porte anormale, preuve d'une variation anatomique. Il conserve le foie dans du vin épicé, ajoutant à sa collection maudite. Un espion du Conseil des 10, un noble déchu, assiste caché derrière une grille. Il rapporte au doge. Le flamand profane les noyés. Il affirme que le cœur pompe le sang. Vesalius, averti par un gondolier, transfère sa collection dans un entrepôt de l'arsenal, sous la garde d'un arsenalotto fidèle. Envisionnez-vous sur le pont di Rialto au clair de lune adriatique. Les étoiles se reflètent dans le grand canal comme des lames. Les gondoles glissent silencieuses et Vesalius, enveloppé dans une cape de velours noir, murmure. Le corps des noyés cache des secrets que même la Sérénissime ignore. Cette collection les révélera-t-elle? Une cloche de San Marco sonne 3 coups et il disparaît dans la brume. Mais une planche cachée à Bâle va révéler un scandale médical. En 1543, dans l'atelier d'imprimerie d'Oporinus à Bâle, Andreas Vesalius surveillait une planche interdite qui faisait brûler les presses. Envisionnez-vous dans une salle aux poutres de chêne, rénant noirci par la fumée des encres, où l'air saturé sent l'huile de lin chauffée des presses, le papier de chiffon de gêne encore humide et une pointe métallique de plomb fondu des caractères mobiles. Une chandelle de cire d'abeille suisse, suspendue à une potence de fer par 4 crochets, vacille faiblement, projetant des ombres xylographiques mouvantes sur les planches de poirier gravées et sur les visages concentrés des apprentis tyroliens. Andreas Vesalius, 29 ans, aux doigts noircis d'encre de Galles et à la barbe taillée en pointe selon la mode impériale, incline une loupe de cristal de roche sur une épreuve fraîche. Le cliquetis régulier des presses à bras résonne comme un cœur mécanique, ponctué par le sifflement de la vapeur des chaudrons d'encre. La collection anatomique secrète d'Andreas Vesalius s'imprime ici, dans une Bâle réformée où le corps humain est un mystère gravé, un blasphème sur papier que seul un flamand excentrique ose publier sous la lumière tremblante des chandelles et le regard méfiant des théologiens zwingliens. Bâle, printemps 1543. La cité rhénane, aux remparts de grès rose et aux toits en tuiles de céramique, brille sous un soleil helvétique. L'atelier d'imprimerie de Johannes Oporinus, installé dans une maison à colombage de la Petersgasse,
sans l'huile de lin, le papier de chiffon et le cuir tanné des reliures. Vesalius, en exil volontaire après Padoue, supervise l'impression du fabricat. Archives. Université Bibliothèque Basel. Oporinus Briefe, 1543. Confirme. 600 exemplaires, 277 planches. Dans le fabricat, livre Hume sur les os, planche 1,40, Vesalius révolutionne l'ostéologie. Mais collection secrète, planche refusée, défi. Analyse. Roberts and Tomlinson, The Fabric of the Human Body, 1991. Gravure sur poirier par Jan Stephen Van Kalkar. Envisionnez-vous dans l'atelier. Presse grinçant, odeur d'encre chaude. Vesalius, cette planche du crâne montre un os wormien. Galien l'ignorait. Mais une épreuve censurée va déclencher un procès théologique. En 1559, dans les salles voûtées de l'Alcazar de Madrid, Andreas Vesalius disséquait un cadavre noble qui faisait vaciller la cour d'Espagne. Envisionnez-vous dans une salle aux tapisseries flamandes, représentant les batailles de Pavie, où l'air saturé sent le cèdre d'Andalousie, brûlant dans des braséros de bronze, la chair aristocratique, encore parfumée d'eau de rose, et une pointe épicée de clous de girofle des Indes occidentales. Une torche de cire d'abeille castillane, suspendue à une voûte mudéjar par 5 crochets d'or, vacille faiblement, projetant des ombres impériales mouvantes sur les dalles de marbre de Tolède et sur le visage livide du défunt étendu sur une table d'ébène incrustée d'ivoire. Andreas Vesalius, 45 ans, aux mains gantées de cuir de Cordoue et à la barbe grisonnante selon la mode habsbourgeoise, incline une lancette en or sur une veine jugulaire. Le sifflement discret de la lame fendant la peau noble résonne dans le silence protocolaire, ponctué par le tintement lointain des cloches de l'Alcazar. La collection anatomique secrète d'Andreas Vesalius s'exile ici, dans un Madrid castillan, où le corps humain est un mystère royal, un secret couronné que seul un médecin impérial ose profaner sous la lumière tremblante des torches et le regard suspicieux des grands d'Espagne. Madrid, été 1559. La capitale des Habsbourg, aux remparts de pierre de silex et aux fontaines mauresques, s'étend sur les plateaux de la Manche. L'Alcazar royal, reconstruit par Jean II de Castille, sans le cèdre, le safran et le sang des taureaux. Vesalius, nommé médecin de Charles Quint en 1556, dissèque en privé. Archives. Archives au général de Simancas, Estado, Légou 1925, 1559. Confirme. Autopsie sur un informe orné. Dans le Fabricat, livre 6 sur le cœur, Vesalius décrit la circulation. Mes collections secrètes, cœurs royaux, défis. Analyse, Vesalius, Epistola Rationem, Modumque Propinandi Radicis. Chiné, 1946. Dissection princière. Envisionnez-vous dans la salle. Braséros crépite, odeur de safran. Vesalius, le cœur du prince montre une valvule aortique bicuspide, preuve de dégénérescence. Mais une autopsie royale va provoquer une crise diplomatique. En 1564, sur les plages de Zante, Andreas Vesalius rassemblait des eaux brisées qui faisaient pleurer les mers. Envisionnez-vous sur une plage de galets de l'île ionienne battue par les vents étésiens, où l'air saturé sent le sel iodé de l'Adriatique, les algues séchées accrochées aux épaves et une pointe âcre de goudron des navires vénitiens échoués. Une lanterne de tempête en corne de bœuf, suspendue à un mât brisé par 6 cordes de chanvre, vacille faiblement, projetant des ombres osseuses mouvantes sur les débris de caisses de cèdre et sur le visage émacié du naufragé étendu sur le sable humide. Andreas Vesalius, 50 ans, aux vêtements déchirés par la mer et à la barbe blanchie par le sel, incline un os iliaque fracturé. Le clapotis régulier des vagues résonne comme un requiem, ponctué par le cri rauque des mouettes ioniennes.
La collection anatomique secrète d'Andreas Vesalius s'échoue ici, dans une zone grecque où le corps humain est un mystère naufragé, un secret englouti que seul un pèlerin mourant ose recueillir sous la lumière tremblante des étoiles et le regard indifférent des pêcheurs orthodoxes. Zante, automne 1964. L'île vénitienne, aux oliveraies centenaires et aux falaises de calcaire, tremble sous les tempêtes. Vesalius, en pèlerinage à Jérusalem, fait naufrage. Archives, British Museum, ad MS 3 Truvus BC 123, confirmait. Mort le 15 octobre 1964. Dans le Fabrica, livre 7 sur le cerveau, Vesalius décrit les ventricules. Mais collection secrète, ossements marins, défi. Analyse. Roth, The Life of Andreas Vesalius, 1892. Squelette échoué. Envisionnez-vous sur la plage. Vague gronde, odeur d'algues. Vesalius, cet os pelvien fracturé montre une soudure, preuve de survie antérieure. Mais une caisse scellée va réapparaître des siècles plus tard. En 1845, dans les caves de la Bibliothèque royale de Bruxelles, un archiviste découvrait une caisse scellée qui faisait revivre Vesalius. Envisionnez-vous dans une cave voûtée aux murs de pierre de Gaubertange, couvert de poussière séculaire, où l'air saturé sent le parchemin moisi des archives royales, le cuir craquelé des reliures et une pointe douce de cire d'abeille des sceaux impériaux. Une lampe à pétrole bruxelloise, suspendue à une chaîne de fer par 7 crochets, vacille faiblement, projetant des ombres archivistiques mouvantes sur les étagères de chêne et sur le visage émerveillé de l'archiviste, penché sur une caisse de cèdre. L'archiviste, aux lunettes cerclées d'or et à la barbe à la Van Dyck, incline un os frontal gravé. Le craquement discret du bois ancien résonne comme un écho du passé, ponctué par le tic-tac lointain d'une horloge comtoise. La collection anatomique secrète d'Andreas Vesalius renaît ici, dans un Bruxelles belge où le corps humain est un mystère retrouvé, un secret exhumé que seul un archiviste du 19e siècle ose révéler sous la lumière tremblante des lampes et le regard stupéfait des académiciens. Bruxelles, hiver 1845. La capitale belge, au boulevard haussmannien et au café littéraire, vibre sous la neige. La Bibliothèque royale, fondée par Philippe le Bon, sent le parchemin, le café et le tabac. L'archiviste découvre la caisse. Archives, Bibliothèque royale de Belgique, MS 97876. Confirme, planche inédite. Dans le Fabrica, Vesalius révolutionne. Mais collection secrète, 12 planches perdues, Duffy. Analyse. Saunders, Vesalius, The China Route Epistle, 2015. Dessins originaux. Envisionnez-vous dans la cave. Poussière vole, odeur de cire. L'archiviste. Cette planche du système veineux montre une valvule. Vesalius anticipait Harvey. Une planche secrète fut découverte en 1845. Bibliothèque royale de Belgique. 12 dessins originaux de Jan van Calcar, preuve d'une circulation pulmonaire. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.